Et vous, Salomé Zourabichvili, bonjour à vous. Bonjour. Bienvenue sur ce plateau. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes la présidente de la Géorgie, un pays qui ne connaît que trop bien les méthodes du Kremlin. Oui, bonjour Salomé Zourabichvili. Vous ne les connaissez en effet que trop bien, ces méthodes du Kremlin, comme le disait Pauline à l'instant, parce que votre pays, la Géorgie, en subit toujours les conséquences. On se rappelle évidemment de la guerre de 2008. La Géorgie a perdu 20% de son territoire avec cette intervention russe. Perdu 2 régions, l'Abkhazie et l'Ossétie du Sud. C'est la 4e fois d'ailleurs dans votre histoire que vous connaissez ce genre de choses avec la Russie. C'est un petit peu comme en Ukraine avec Donetsk et Luhansk. C'est la Russie qui se sent menacée. C'est ça le paradoxe. Voilà. Alors avant d'en venir à l'actualité, évidemment, avec tout ce qui se passe en Ukraine, il y a aujourd'hui des dizaines de milliers de soldats russes qui sont présents donc en Abkhazie et en Ossétie du Sud. Vous n'avez pas la capacité militaire de reprendre ces territoires. On voit bien que d'une manière générale, la communauté internationale ne reconnaît pas ces indépendances, ces sécessions de ces 2 régions, mais en même temps, presque personne n'est prêt à vous aider à les récupérer. Est-ce que quelque part, poussé par les faits, vous y avez un peu renoncé à ces 2 régions ou la Géorgie n'y renoncera jamais? Non, on n'a pas renoncé à ces 2 régions, on a renoncé formellement à l'usage de la force pour les récupérer, parce que ce rapport de force tout à fait inégal ne laisse pas d'autre espoir que éventuellement d'avoir une occupation encore plus importante par la Russie. Mais ça ne veut pas dire renoncer. Et il y a 2 échecs majeurs, en tout cas de la Russie, dans cette relation. L'un, c'est que effectivement, ces territoires occupés, ils sont occupés et personne ne les a reconnus, sauf des clients de Moscou, 2 ou 3. Mais en réalité, la communauté internationale donc n'a pas reconnu et continue à reconnaître la Géorgie dans ses frontières. Et par ailleurs, la Géorgie, elle, n'a pas changé de perspective, n'a pas changé son orientation et continue à avancer, et j'espère que l'avancée va se précipiter vers son intégration dans l'Union européenne et dans l'OTAN. Donc ça, c'est un échec majeur, parce que le but, en réalité, ce n'est pas d'éviter une menace, comme le dit trop le Kremlin, ni en Ukraine, ni en Géorgie, il n'y a aucune menace vis-à-vis de la Russie. Le but, c'est de remettre ces ex-républiques soviétiques, qui sont, je l'espère, de futures républiques européennes, de les remettre sous le joug de la Russie. C'était l'ambition impériale du Kremlin de tout temps, mais ce n'est pas un objectif qui sera atteint. Et alors justement, ces derniers jours, on entend de plus en plus, depuis le début de l'invasion de l'Ukraine, que la menace russe pourrait ne pas s'arrêter à l'Ukraine, que la Moldavie ou la Géorgie pourraient potentiellement être ciblées par la Russie. Est-ce que, en tant que pays, vous vous sentez menacé? Est-ce que vous, personnellement, vous vous sentez menacé, que vous pourriez vous retrouver dans une situation similaire à celle de votre homologue ukrainien, le président Zelensky? Je pense que nous sommes tous menacés et que l'Europe a trop longtemps pensé que la menace russe, c'était pas pour elle. Et je crois que ce qui se passe aujourd'hui, ce sursaut européen, cette unité européenne, c'est probablement le fait de réaliser qu'on ne peut pas laisser. Il y a eu d'autres précédents il y a quelques dizaines d'années dans le siècle dernier. On ne peut pas laisser un régime totalitaire, dictatorial, avancer sans réagir, parce qu'à un moment donné, il n'y a pas d'arrêt et que personne ne sait qui sera le prochain menacé. Vous avez, Salomé Zourabichvili, rencontré hier à l'Élysée le président Macron. Il vous a assuré de son soutien. La Géorgie n'est ni membre de l'OTAN, ni membre de l'Union européenne à ce jour. Pensez-vous que la France ou quelqu'un d'autre viendrait à votre secours si Vladimir Poutine avait l'idée de reprendre là où il s'était arrêté en 2008 ? Ça dépend ce qu'on appelle à votre secours. On sait qu'en Ukraine aussi, il n'y a pas une intervention militaire des pays européens ni des États-Unis, parce que nous ne sommes pas dans l'OTAN, parce que l'Ukraine n'est pas dans l'OTAN, d'où cette quête de sécurité de la Géorgie, de l'Ukraine, de la Moldavie, parce que nous savons que tant qu'on n'est pas sous la protection de l'article 5, on n'est pas sous cette forme de protection. En revanche, ce que je suis venu chercher, c'est l'attention, c'est le soutien, celui qui est manifesté aujourd'hui envers l'Ukraine, et qui est le pas supplémentaire, le pas politique supplémentaire en direction de l'Union européenne pour sentir, comme l'a dit Ursula von der Leyen, que nous sommes des vôtres. Et ce soutien-là, il est très important. Il est celui qui est politiquement décisif et celui qu'attend
la population géorgienne, la population ukrainienne aujourd'hui sous les bombes, c'est cela qui est fondamental aujourd'hui. Alors justement, vous avez rencontré Emmanuel Macron hier, mais aujourd'hui vous allez rencontrer à Bruxelles Charles Michel et Ursula von der Leyen. C'est une sorte d'opération commando pour que surtout on n'oublie pas la Géorgie malgré tout ce qui se passe en Ukraine? C'est pas malgré. Il est clair que la priorité aujourd'hui c'est l'Ukraine parce que je ne suis pas sous les bombes. Mais dans cette priorité, il est très important de ne pas faire apparaître des maillons faibles. Que Poutine ne puisse pas se dire bah tiens, en Ukraine ça se passe mal pour moi, donc essayons un endroit qui est plus facile, qui serait la Moldavie ou la Géorgie. Donc c'est effectivement revenir sur la carte de façon très pressante, mais c'est aussi en quelque sorte faire notre déclaration. Alors je n'ai pas signé l'acte de demande d'adhésion comme l'a fait très publiquement Zelensky, et c'est très très bien. Il y a aujourd'hui une fenêtre d'opportunité qui est la prise de conscience par les Européens que pour ces pays, il faut, comme l'a dit Ursula, leur ouvrir les bras. Ça veut dire une autre forme d'intégration qui ne soit pas cette forme technique, progressive, fermer les chapitres d'accession, et peut-être une forme plus politique, peut-être pas immédiate, mais un pas politique, un signal politique très clair pour tout le monde. Est-ce que, je force un peu le trait évidemment, mais est-ce qu'il n'a pas un peu tout perdu ces derniers jours, Vladimir Poutine? On voit que l'Europe, ou en tout cas l'Union européenne, n'a jamais été aussi unie dans une crise. On voit que l'OTAN finalement sort de son statut de mort cérébrale, pour reprendre les mots employés il n'y a pas si longtemps par Emmanuel Macron. Vladimir Poutine arrive même à pousser un pays comme l'Allemagne, particulièrement rétif à la chose militaire, à non seulement livrer des armes létales, ce qui est quand même extrêmement rare chez les Allemands, mais aussi à augmenter son budget de l'armée. Alors on sait, quand on est membre de l'OTAN, il faut rappeler à nos téléspectateurs, on doit consacrer 2% de son PIB à la défense. Donald Trump avait largement essayé d'y venir. Et puis on voit bien qu'il y a des sanctions de plus en plus fortes, il y a des ruptures à tout niveau, culturelles, sportives, etc. Est-ce qu'il va atteindre une sorte de point de non-retour où il ne pourra plus finalement réintégrer, entre guillemets, le Conseil des Nations, comme on le dit un peu facilement? En tout cas, il a tout faux, c'est-à-dire qu'il a tout mal calculé. Tous ces calculs politico-stratégiques n'ont pas été ceux qu'il pensait, y compris chez lui. Je ne pense pas qu'il avait imaginé qu'il puisse y avoir... Il y a déjà eu des manifestations à Saint-Pétersbourg, qui est toujours connue comme la ville plus dissidente en quelque sorte, mais pas dans 25 villes russes. Le nombre d'arrestations est un signe qu'il y a quelque chose qui se passe aussi dans la population russe et qui est sans doute lié au fait que effectivement, vis-à-vis des Ukrainiens, ils ont un sentiment de proximité différent de ce qu'ils avaient vis-à-vis des Tchétchènes qu'ils ont massacrés ou vis-à-vis de la Géorgie. Donc là, il y a un élément supplémentaire. Et puis, il faut regarder le reste du monde. Cet isolement, ce n'est pas seulement vis-à-vis de l'Union européenne, ce n'est pas seulement vis-à-vis de la Russie. Même la Chine ne soutient pas... complètement et sans scier, je dirais, cette espèce d'invasion humainement inacceptable. Erdogan a pris des mesures en mer Noire, alors qu'ils sont dans un dialogue assez proche. Donc tout ça est à observer, et je pense que non seulement l'impression que l'on a, c'est que Poutine est très isolé à l'intérieur, que c'est lui qui décide et qu'il n'a pas beaucoup de conseillers qui l'écoutent, mais il est de plus en plus isolé à l'extérieur. Et ces gestes qui sont l'isolement, y compris dans le domaine sportif, tout ça, c'est très pressant, et ça va être très compris par la population russe elle-même. Alors, il y a la population russe, on voit qu'il y a plusieurs milliers d'arrestations, et puis même son si ça reste un peu légitime. Mais vous parlez du reste du monde et notamment des Occidentaux. Est-ce que finalement on n'a pas un peu laissé faire Poutine toutes ces dernières années? Il y a eu évidemment, on parlait tout à l'heure de votre pays, de la guerre en Géorgie en 2008, mais il y a eu la Crimée, il y a eu évidemment le Donbass, il y a eu tous ces empoisonnements d'opposants, Skripal, Navalny, l'assassinat de Boris Nemtsov, l'opposant numéro 1 au Kremlin. Il y a toujours eu des condamnations verbales, diplomatiques, il y a eu régulièrement des sanctions, mais jamais suffisamment fortes pour l'empêcher d'agir et le dissuader de continuer. Est-ce qu'on a une responsabilité, nous Européens, nous Occidentaux, dans ce qui se passe aujourd'hui en Ukraine? Je pense que oui, dans la mesure où il y a eu pendant des années non seulement l'absence d'union, d'unité et de fermeté, mais il y a eu de l'apaisement permanent.
ces mesures d'apaisement, ne pas irriter, ne pas provoquer, les mots qu'on entend encore aujourd'hui par certains dirigeants politiques, ne pas provoquer. Personne n'a jamais provoqué Poutine. Aucun de ses voisins n'a jamais menacé la Russie. C'est la Russie qui, par ses actions, transforme ses voisins qui pourraient être des voisins normaux et harmonieux. On n'a rien fait pour le dissuader. On n'a rien fait pour le dissuader. On a tout fait pour l'apaiser. Mais ce ne sont pas les dirigeants de ce caractère-là ne se laissent pas apaiser. Ça ne fait que les encourager. En quelques mots, si vous le voulez bien, car le temps nous manque malheureusement. Les images de convois militaires russes qui avancent vers Kiev. Vous avez eu, je crois, le président Zelensky au téléphone. Hier. Dans quel état d'esprit l'avez-vous trouvé? Et quel est votre degré d'inquiétude par rapport à la situation des civils, notamment en Ukraine? L'inquiétude, elle est extrême, puisque de tous côtés, on entend parler de bombes, de cluster bombes, je crois que c'est des bombes à sous-munitions, si je ne me trompe pas, les attaques sur les immeubles civils, sur les maternités, enfin tout ce que l'on entend font d'une préoccupation extrême. Moi, j'ai trouvé Zelensky tout aussi ferme et tout aussi déterminé, tout en acceptant la négociation. Moi, ce que je trouve très important de dire, c'est que dans cette situation, c'est lui et lui seul qui doit décider à quel moment et quelle forme de compromis il peut accepter. Les intérêts ukrainiens, c'est lui qui les représente. Il ne faudrait pas qu'il soit sous pression d'accepter une forme de compromis qui serait au-delà de ce qu'il pense raisonnable pour les intérêts de son pays. Donc faisons-lui confiance. Il a mérité la confiance de sa population et de ses partenaires. Merci beaucoup. Merci Salomé Zourabichvili d'être venue ce matin sur le plateau de France 24, présidente de la Géorgie.